Mesdames, Messieurs, nous commençons par dire que nous partageons la douleur qu'éprouve en ce moment la grande famille de la communication du Cameroun. Comme vous le savez, le corps inanimé de Martinez Zogo, chef de la chaîne Amplitude FM à Yaoundé, a été retrouvé ce dimanche au lieu dit Ebogo, près de Soua. Cela fait quelques jours, on le recherchait. Et donc, nous partageons cette douleur, nous partageons aussi la douleur de la famille biologique qui porte évidemment le deuil. J'imagine que Serge, ça fait mal. Ça fait très mal. C'est d'autant plus que nous avons constaté depuis le 17 janvier dernier la disparition de Martinez Zogo. C'est très tôt. Moi, j'ai eu l'information hier soir, vers 23h. C'est vrai que beaucoup de personnes n'y croyaient pas. Vous savez, nous avons nos sources informatives. Quand j'ai passé l'information dans différents forums, les gens ont estimé que j'étais en train de basculer dans la fabulation, alors qu'en réalité, quand ils se sont levés à 5h, ils ont vu les images qui étaient exécrables. Et comme vous l'avez également constaté, nous sommes aujourd'hui, on dirait que nous, journalistes, sommes aujourd'hui en danger, parce qu'en réalité, quand on voit de telles scènes qui sont véritablement catastrophiques, on a l'impression que la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté d'expression, tous ces éléments qui rentrent justement dans les formes d'expression de liberté individuelle et collective sont aujourd'hui mis à rude épreuve, justement par un ensemble de pratiques qui sont rétrogrades, parce qu'on ne peut pas comprendre comment un individu peut être enlevé, torturé, assassiné, alors qu'en réalité, il y a un problème de fond. Vivement que les investigations qui ont été diligentées sont justement, nous permettent d'avoir les noms des commanditaires, même si aujourd'hui, on ne peut pas toujours avoir espoir parce qu'on sait véritablement ce qui s'est passé par le passé par rapport à certains décès dont les enquêtes jusqu'à aujourd'hui sont restées lettres mortes parce qu'on n'a pas eu des résultats fiables. Donc on regrette cela et on est véritablement touché parce que moi-même en venant ici à l'émission, vous savez, on est obligé de se contrôler. On regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde derrière. Est-ce que nous également ne serons pas victimes? Parce que si aujourd'hui c'est Martinez qui est assassiné, demain à qui le tour? Lorsque nous allons rentrer là tout à l'heure, est-ce que nous serons véritablement en sécurité de manière à pouvoir justement rentrer chez nous en paix? Bon, il y a de l'inquiétude profonde, Sylvain Lekambele. On espère qu'on a écouté, nous avons tous regardé le reportage qui venait de CRTV Centre dans le journal télévisé de Martine Weldengue tout à l'heure. On annonçait l'ouverture d'une enquête judiciaire. On espère que cette enquête sera diligentée et qu'on saura la vérité. Qu'à cela ne tienne, en théorie de la communication, on est obligé de revenir sur les sujets qui nous intéressent ce soir. On dirait, parlant des châtiments corporels, qu'on est en face d'un marronnier qui en marketing est par définition un événement prévisible, un événement qui revient tout le temps. Le ministre des Enseignements secondaires a donné de la matière première cette semaine à la presse sous forme de rappel à l'ordre. Madame le ministre Nalova Lyonga indique dans le communiqué radio-presse du 16 janvier dernier que, je cite, « des cas de châtiment corporel sont fréquemment signalés dans les établissements secondaires publics et privés ». Elle tient à rappeler que ce mode de punition est interdit en milieu scolaire conformément à l'article 35 de la loi 98/004 du 14 avril 1998, loi portant orientation de l'éducation au Cameroun. Le communiqué précise que des modes de punition des élèves acceptables et appropriés sont inclus dans les règlements intérieurs des établissements scolaires. Par conséquent, des sanctions disciplinaires seront prises à l'encontre des établissements ou des enseignants qui auront recours à un tel mode de punition. Le ministre compte sur la collaboration de tous pour la mise en œuvre de ces mesures devant être appliquées par tous les établissements secondaires et personnels. Fin de citation. Scène de presse tente donc de comprendre les contours de ce communiqué de presse. Vous savez, il a donné lieu à beaucoup d'interprétations. Nous avons à cette occasion-là fait venir des spécialistes des questions de l'éducation dans ce studio. Il faut dire qu'au regard de la Convention des droits de l'enfant, de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et des autres textes internationaux qui ont été ratifiés par le Cameroun, on se pose beaucoup de questions. Quelles sont les justifications des châtiments corporels à l'école? Quelles conséquences pour le développement affectif et social de l'enfant, pour les résultats scolaires? Si le but visé dans la famille comme à l'école, c'est de conduire l'enfant
hors des ténèbres, de l'élever vers la connaissance, le socialiser, faire accéder à la culture, la cohésion est-elle nécessaire? C'est la question qu'on se pose. Quelle alternative pour une éducation sans violence à l'école? Nos invités, je commence par Monsieur Jean-Paul Marcelin Mbada. Bonsoir. Bonsoir, c'est vrai, Léon Belé. Merci de nous faire l'honneur d'être là. Vous êtes inspecteur général des enseignements au ministère des enseignements secondaires. Alors la question... La sortie du ministre des enseignements secondaires n'est pas gratuite. Il semble qu'il y a eu des préalables. Il y a eu certainement des faits récents qui ont motivé ce rappel à l'ordre. Merci. Je voudrais d'abord dire bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs et vous dire que la compréhension et la justification du communiqué de presse radio de Madame le ministre, professeur Nalova Lyonga, du 16 janvier 2023 sont liés au contexte scolaire d'aujourd'hui, où sont récurrents des actes d'insubordination et de violence des élèves dans les campus scolaires et hors des campus, face auxquels réagissent les enseignants, les responsables de l'administration scolaire, afin de rétablir l'autorité et d'éviter les multiples dérives irrélatives. Voilà pourquoi Madame le ministre réoriente le débat qui pourrait prendre des allures fallacieuses alors que la réglementation scolaire définit les rôles et les comportements aussi bien des élèves que des encadreurs. C'est dit tout simplement que il faut se référer aux textes fondamentaux en pareilles circonstances. Deuxième invité, Vassilios Mpako Emmanuel, bonsoir. Bonsoir, c'est vrai. Vous êtes pasteur. Oui. Mais en votre qualité de vice-président de l'Association nationale des parents et enseignants, vous comprenez le sens profond de la démarche de Madame le ministre des enseignements secondaires? Oui, c'est vrai. Je vais, tout comme monsieur l'inspecteur général des enseignements, commencer par saluer les téléspectateurs et ensuite m'incliner sur la mémoire de votre confrère si brutalement disparu. Martinez Zogo. Et maintenant, pour revenir au sujet qui nous rassemble, je vais dire, cette sortie est idoine, elle est normale. Le ministre des enseignements secondaires est dans son rôle de rappeler les uns aux autres à la bonne pratique et au respect de la réglementation. Est-ce qu'au niveau de l'Association nationale des parents et des enseignants, vous constatiez qu'il y avait des dérives? Oui, lorsque je dis que cette sortie est normale, cela ne suppose pas que nous n'ayons absolument rien à dire par rapport à cela ou par rapport au châtiment. Vous savez, le parent comme l'éducateur a la responsabilité de la formation totale et complète de l'enfant. Et lorsqu'on a cette responsabilité, on a également un droit de correction sur l'enfant. Mais la loi est là. Maintenant, la loi est là, justement. Il faut bien pouvoir la respecter. Mais il faut déjà analyser maintenant les contours de cette loi et analyser même déjà qu'est-ce qui entraîne cette dérive-là dans le milieu scolaire. Serge Bikoy, merci de répondre à notre invitation. Vous avez déjà pris la parole tout à l'heure. Je ne vous ai pas présenté. Vous êtes journaliste de la radio et télévision Scientou. Vous êtes sociologue. Vous aimez bien qu'on dise sociologue du développement. En effet. Alors, la presse s'est saisie du communiqué du ministre des enseignements secondaires pour ouvrir cette semaine le débat sur la punition à l'école. On en sort édifié ou c'était simplement des opinions, des avis que les uns et les autres ont donnés sur un sujet qui est pourtant un sujet de fond? De toutes les façons, il y a eu un débat public qui a été justement relancé sur la problématique des violences scolaires. Mais il y a beaucoup plus une floraison d'un ensemble d'opinions, de courants de pensée qui sont à la fois divergents et convergents par rapport à l'acceptation de l'interdiction du fouet ou non. Parce qu'en réalité, ça nous permet là de
met l'accent sur un débat qui oppose deux courants de pensée, notamment le courant traditionnaliste et le courant moderniste. Lorsqu'il n'y a pas de courant traditionnaliste, il s'agit davantage de faire référence aux sentiments corporels qui sont davantage considérés comme des instruments de punition, d'éducation, de socialisation de la progéniture infantile. Par contre, vous allez constater que le courant moderniste est opposé à cela, parce qu'en réalité, on fait référence, et vous l'avez fait fort opportunément mention d'un ensemble de conventions et de traités internationaux qui légifèrent le droit de l'enfant, les droits de l'homme, les droits sociaux. Et lorsque l'on voit cela, ça nous permet aujourd'hui de voir comment il y a un ensemble de dynamiques sociales et culturelles qui sont transplantées dans le contexte camerounais et qui influencent même systématiquement nos modes de pensée, nos manières d'agir, de penser et de sentir. Et alors là, il y a un questionnement que l'on peut davantage se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, Madame la ministre des Enseignements secondaires est en train de valider des thèses occidentalo-centrées ou bien le courant moderniste, visant davantage à... Les textes disent quoi? Qu'il faut laisser les enfants faire? Non, vous savez, on peut confronter les textes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a aujourd'hui un débat portant sur l'opposition entre le courant traditionnaliste qui met davantage en référence la légitimation de la punition. Parce que, vous savez, il y a un rapport de force entre le parent et l'enfant qui est inégalitaire. Parce que c'est le parent qui a un devoir d'autorité, d'influence et de pouvoir sur l'enfant. Et c'est la raison pour laquelle lorsque l'enfant a failli, c'est le parent qui le corrige. Et ça se transplante également dans les milieux éducatifs qui sont également des relais de socialisation secondaire. Or, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, au fur et à mesure que les années s'écoulent, il y a un basculement dans l'acceptation, voire la normalisation du discours moderniste qui vise davantage à faire référence aux textes et aux textes internationaux visant davantage à normaliser les droits de l'homme, les droits sociaux, parce qu'en réalité aujourd'hui, il ne faut plus seulement se focaliser sur le fouet, mais il faut également trouver d'autres mécanismes de punition. De toute façon, on aura l'occasion justement d'en débattre. Enfin, je signale la présence sur ce plateau de Henri Bomba. Bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir à tous mes co-panélistes. Vous souhaitez qu'on vous présente comme communicateur spécial du ministre des Enseignements secondaires. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Je voudrais prendre la parole pour dire que la qualité de ma casquette de journaliste que j'arbore ne me laisse pas indifférent face à l'actualité que vous avez évoquée à l'entame. Je voudrais, en cette qualité, dire toute ma solidarité à la corporation qui s'incline aujourd'hui devant la dépouille de notre confrère Martinez Sogo, qui a été retrouvé hier aux environs de 21h. Merci beaucoup. Alors je pose la question que j'avais sous les yeux. Derrière le communiqué de Madame le ministre des Enseignements secondaires, il y a visiblement l'expression d'un ras-le-bol, une menace à peine voilée. Je ne vais pas dire un ras-le-bol, ça c'est peut-être des expressions que vous utilisez. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ce rappel à l'ordre. Ce n'est pas le ras-le-bol, ce n'est pas peut-être une menace, mais pas une menace à peine voilée. Vous faites la référence à la deuxième disposition du communiqué de Madame le ministre, l'inspecteur général le rappelait déjà tout à l'heure. Madame le ministre parle des contrevenants, c'est-à-dire des sanctions que les contrevenants pourraient encourir si jamais ils revenaient à enfreindre ce communiqué, les dispositions de ce communiqué. Ce qu'il faut dire, c'est que il faudrait peut-être lire le communiqué de Madame le ministre faut faire une double lecture. La première lecture qu'il faudrait faire ici, c'est une lecture administrative. Vous savez, lorsqu'un dirigeant prend un communiqué, sous cette forme-là, et lorsque vous voyez une forme de menace, je vais peut-être utiliser vos mots, ça veut dire qu'à la base, il y a peut-être souvent eu des récidives. Ça, c'est une forme administrative pour dire que les récidivistes, pour menacer peut-être les récidivistes, pour décourager les récidivistes à continuer dans la sale besogne, ou alors à continuer dans le sens que le dirigeant voudrait stopper. Maintenant, il faut faire l'autre analyse, l'autre lecture qu'il faudrait faire, c'est une lecture légale. Je voudrais rappeler ici que Madame le ministre des Enseignements secondaires est extrêmement légaliste. Je voudrais parler sous le contrôle de Monsieur l'inspecteur général des enseignements pour dire que chaque fois, lors des réunions stratégiques, chaque fois qu'il y a un sujet
sur la table, la première question qu'elle pose, c'est est-ce que nous sommes dans les textes? Alors, Madame le ministre est légaliste. Elle est légaliste pourquoi? Parce que le texte qui nous amène ici, je voudrais être très content, ravi de ce que le pasteur Mpaco a dit ici, c'est tout simplement un rappel que Madame le ministre fait des dispositions légales et réglementaires. Ça veut dire que, contrairement à ce que nous avons entendu ça et là, Madame le ministre n'a pas décidé d'interdire le fouet à l'école. Madame le ministre a rappelé des dispositions qui existent au Cameroun depuis 25 ans. Alors, elle est restée légaliste. Elle est donc, il faut faire une autre lecture des légalistes pour comprendre que Madame le ministre invite tous ceux qui sont sous son autorité à appliquer la loi comme elle le fait. D'accord. Les châtiments corporels se définissent comme le recours à la force physique par une personne en position d'autorité sur une personne dont elle a la responsabilité avec l'intention de provoquer un certain degré de douleur ou de malaise, aussi léger soit-il. Monsieur l'inspecteur général, quand on lit le communiqué du ministre des Enseignements secondaires, il y a justement ces termes-là, châtiment corporel ou sévice corporel. Qu'est-ce que vous y mettez? C'est la tape, c'est une fessée, c'est la gifle? Non, je pense qu'il faut bien comprendre les deux termes. Quand on voit sévice, on voit tout de suite le physique, l'atteinte physique qui peut laisser les traces. Mais le mot châtiment va un peu plus au-delà. C'est-à-dire que maintenant, on atteint le côté moral. C'est-à-dire une sanction qui peut impacter sur la personnalité de l'enfant. Parce que si vous dites à l'enfant, par exemple, je prends un exemple qui peut sembler plus ou moins bête, vous dites à l'enfant, comme vous continuez à faire toujours à poser les mêmes actes, vous serez demain un mauvais citoyen. Il va porter ça sur sa conscience. Donc le mot sévice et châtiment il faut lire dans le sens de la complémentarité. Donc, je crois que c'est ça que Madame le ministre voudrait relever, qu'on ne se limite pas aux marques que laisse la sanction, le fouet sur le corps de l'enfant puni ou bien l'enfant fautif. Il faut aller au-delà de ce que la sanction peut apporter au niveau moral, au niveau de la conscience de l'enfant. Peut-être c'est ça qu'il faut comprendre. Je vais donc poser une question qui se rapporte à la sortie de Serge tout à l'heure, Serge Aimé, qui disait il faut comprendre le sens, la profondeur même du texte de Madame le ministre. Quelle est la portée sociale de ce texte? Est-ce que c'est une façon de dire non, on ne doit plus fouetter les enfants, on doit faire attention, il faut faire plus attention au respect des droits relatifs à l'enfant, les droits qui protègent l'enfant? Que veut dire Madame le ministre? Nous avons tout entendu, sauf peut-être la réalité. La question à tout le monde. Oui, je voudrais d'abord prendre la parole très rapidement. Madame le ministre dit qu'il y a à gérer des élèves indélicats au niveau des établissements. Mais cela doit se faire en rapport avec les dispositions légales et réglementaires qui sont définies et arrêtées par le gouvernement du Cameroun. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous voyez le fonctionnement d'un établissement, il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur qui répertorie tous les problèmes de discipline dans un établissement. Et ce règlement intérieur est un projet qui est défini et acheminé au niveau de l'inspection d'orientation et vie scolaire chaque année, au plus tard le 20 juillet, pour validation. Et il est retourné à l'établissement au plus tard le 20 août pour adoption par le conseil d'établissement. Et
dès que cela est fait, il doit être mis à la disposition des élèves et des parents. Et même ça, affiché. Monsieur l'inspecteur général, là, ça, c'est ce qui doit être fait. Oui, c'est ce qui doit être fait. On est d'accord. Mais les enseignants, je ne sais pas si vous écoutez ce discours que vous tenez, compte tenu des comportements que nous avons dans nos établissements aujourd'hui, les parents eux-mêmes, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce qui se dit, ce qui se fait. Je n'ai pas terminé, vous m'avez... Allez-y, parce que les autres... Ils vont prendre la parole. Qu'est-ce que madame le ministre voudrait dire, c'est que il faut définir tout cela dans le cadre qui gouverne la gestion des élèves indélicats au niveau de l'établissement. Et que ce dispositif de règlement intérieur est réactualisé chaque année, après une analyse situationnelle, après avoir ce qui s'est passé l'année antérieure, pour que dans chaque établissement, on voit peut-être les fautes récurrentes et qu'on adapte donc le règlement intérieur de manière à ce que lorsqu'on fera appel à ce règlement, qu'on puisse résoudre le problème normalement et qu'il n'y ait pas peut-être des soulèvements, etc. dans la société. Alors... Oui, c'est vrai. Je voulais prendre la parole tout à l'heure pour dire, effectivement, la loi, elle existe. Le communicateur du ministère tout à l'heure a dit que c'est une loi qui existe depuis près de 25 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais il y a lieu de s'interroger sur pour la récurrence de ces faits et gestes qui posent problème. D'entrée de jeu, je disais, l'éducateur, comme le parent, ayant la responsabilité de la formation complète et totale de l'enfant, en tant que responsable, a un droit de correction. Et nous avons tous été à l'école, nous avons tous été corrigés selon nos erreurs ou nos égarements, nos manquements à l'école. Mais aujourd'hui, ce qui fait problème, de mon point de vue en tant que parent, en tant qu'homme de Dieu et autres, ce n'est pas tant le fouet, mais c'est justement l'attitude du fouettard. C'est le type de correction. C'est le degré de correction, d'où on parle de châtiment. Parce que l'inspecteur général a parlé de sévices, en faisant allusion à laisser des traces. Et il a parlé de châtiment qui va au-delà de la trace physique, mais qui va même dans l'intellect, dans le mental de l'enfant. Alors, on a lieu de se demander aujourd'hui à quel type d'enseignant nous faisons face. Quel est le type d'éducateur et d'encadreur que nous avons. Pendant qu'on se poserait cette question, on se poserait également la question sur l'attitude des enfants à l'école. Pourquoi les enfants sont-ils devenus irrespectueux? Pourquoi les enfants n'hésitent-ils plus à attaquer de façon frontale, comme on dirait, face à face, leurs encadreurs? Pourtant, dans la bonne morale, les bonnes mœurs, la bonne moralité, l'enfant a un devoir de soumission. Et l'enfant a un devoir d'obéissance. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. En toutes choses. C'est-à-dire que celui qui a la responsabilité de te former, c'est lui qui doit t'instruire selon les bonnes mœurs et qui doit faire de toi l'enfant ou le citoyen de demain. Alors, si on laisse faire à un moment donné, parce qu'on veut privilégier les droits des enfants, on ferait face à un dilemme. Mais si on laisse également les enseignants agir sur les enfants de la façon dont on a à le déplorer. Figurez-vous, j'ai eu à recevoir mon fils à la maison un jour avec le bras totalement enflé. Et pourquoi? Parce qu'il avait reçu un coup de massue, c'est-à-dire c'était la latte, il m'a dit la latte. L'enseignant lui a frappé la latte et en voulant parer, ça a pris son bras. Ok, qu'est-ce que l'enfant a pu faire et que fait la latte entre les mains d'un enseignant? Donc c'est un peu cette dérive-là qui n'est pas uniquement le fait des enfants, mais qui doit être interrogée. La loi que rappelle le ministre doit pouvoir encadrer, mais je ne pense pas que on puisse penser un seul instant dans notre société africaine, traditionnelle, pour faire le parallèle avec le modernisme, qu'on puisse penser un seul instant qu'on arriverait à trouver des situations où le fouet disparaîtrait totalement, parce que même dans le domicile, il existe toujours.
Serge. Bien. Après avoir suivi les uns et les autres, vous savez, il y a aujourd'hui un questionnement permanent. Parce qu'en réalité, on peut se poser la question de savoir est-ce que la communauté éducative de manière générale a justement souscrit à ce rappel à l'ordre. Vous savez, il y a des enseignants, il y a des élèves, de même que les parents. Il ne suffit pas aujourd'hui d'avoir un rappel à l'ordre qui est, à mon sens, normatif et dogmatique. Parce qu'en réalité, on est là dans la non prise en compte d'un ensemble de préalables. Parce que avant de focaliser l'attention sur ce rappel à l'ordre, il faut, dès le départ, des enquêtes qui devaient davantage nous permettre de comprendre quelles sont, par exemple, les statistiques en matière de violence liées notamment à l'usage du fouet à l'école. C'est sur la base de ces statistiques que l'on peut avoir... On a vu des actes tout au long de l'année scolaire qui s'est achevée. On a vu des actes avec mort d'homme dans les établissements. On a vu pas mal de choses. Est-ce qu'on a besoin des enquêtes pour être sûr que ça... Au-delà des actes qui peuvent être anecdotiques, moi je pense qu'un travail minutieux et approfondi devrait davantage nous permettre de voir l'ampleur du problème. C'est pour cela qu'il y a justement un ensemble d'experts en matière de sciences de l'éducation, sociologie de l'éducation, ou bien de la psychologie de l'éducation, qui devraient davantage travailler sur ce domaine, de manière à pouvoir comprendre véritablement comment dans les 10 régions camerounaises, on peut justement avoir la valence au niveau statistique par rapport à la violence. Ça, c'est un détail. Deuxièmement, je pense que aujourd'hui, il faut également contextualiser ce rappel à l'ordre en tenant compte également de nos modèles de socialisation dans les familles, dans les églises, dans les médias, de même que dans les écoles. Parce que lorsque l'on théâtralise ce type de modèle-là, on a l'impression qu'on fait tabula rasa de tout ce qui existe dans d'autres relais de socialisation secondaire. Et pourtant, c'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque l'on voit ce type de rappel à l'ordre, on peut se questionner. On se questionne pourquoi? On se questionne parce qu'en réalité, il faut toujours mettre en vitrine une approche systémique qui permet davantage de ne pas seulement se focaliser sur l'environnement socio-éducatif, mais fort au contraire, pour contextualiser les modèles de l'environnement socio-éducatif avec ceux de la famille, avec ceux des églises, c'est pour ça qu'il y a le pasteur ici, avec ceux des médias. Nous sommes là. Encore que l'éducation chrétienne considère les châtiments corporels comme une partie essentielle de l'éducation de l'enfant. Vous avez absolument, c'est pour cela que j'ai mis l'accent tout à l'heure sur l'approche traditionnaliste qui met justement en référence cela. Je prends quelque chose, une phrase qu'on peut lire là. Celui qui ménage les verges fait son fils, mais celui qui l'aime le corrige de bonne heure. Ça se dit dans la Bible. Tout à fait. Tant qu'il y a de l'espoir, châtie ton fils, mais ne va pas jusqu'à le faire mourir. Qui aime bien, châtie bien. Ça, c'est des prescriptions qu'on peut lire dans la Bible. Tout à fait. Alors, est-ce que tout ça, ça ne crée pas une certaine confusion? Je me fais le porte-parole de certains enseignants qui pensent que la mesure de Madame le ministre est une bonne chose. C'est une bonne mesure parce qu'elle permet de combattre la violence à l'école. Mais les enseignants se disent qu'elle aura peut-être pour effet d'amplifier et de conforter les apprenants qui ont aujourd'hui beaucoup d'écarts de comportement. C'est vrai, je voudrais, peut-être avant de répondre à cette question, je voudrais revenir un tout petit peu sur la question que vous avez posée à mes copanélistes, pour donner le sens, la lecture qui peut être faite du communiqué de Madame le ministre. À mon humble sens, elle peut être faite sous 3 angles. Le premier, c'est que Madame le ministre fait un constat de regret. Au deuxième niveau, elle donne la direction. Et au 3e niveau, elle fait la menace. Elle menace, comme vous avez dit. C'est un terme que vous aimez beaucoup. Alors, je voudrais revenir sur ce qui me semble fondamental. C'est-à-dire, la deuxième chose qu'elle fait, c'est qu'elle donne la direction. Monsieur le secrétaire général ici, sur ce plateau, a bien voulu insister dessus, en disant que Madame le ministre vous dit que il n'est pas interdit de punir. Mais pour punir, voici ce qui est puni, voici ce qui est prévu en termes de punition. Madame le ministre vous renvoie au règlement intérieur.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que les règlements intérieurs eux-mêmes sont encadrés par les textes législatifs et réglementaires. Ça veut dire que les règlements intérieurs ne sont pas pris ex nihilo et ont également un autre caractère, c'est qu'ils sont validés par la hiérarchie. Ça veut dire qu'un chef d'établissement ne va pas dire que dans mon établissement, il est interdit ceci, il est permis ceci, il commence à appliquer. Non, il va soumettre le projet à sa hiérarchie qui, à ce moment, va se charger de vérifier, de contrôler les dispositions du règlement intérieur, de les valider ou du moins de renvoyer la mouture en disant corriger ceci, corriger cela. Donc c'est pour ça que Madame le ministre dit les règlements intérieurs doivent être appliqués. Maintenant, le règlement intérieur lui-même, pourquoi est-ce que on renvoie au règlement intérieur? Parce que, comme monsieur l'inspecteur général l'a dit, le règlement intérieur a ceci d'avantageux qu'il peut être adapté au contexte. C'est-à-dire que modélable à chaque fois, lorsque nous avons une situation qui ne nous permet plus d'appliquer ce que nous appliquions hier, alors nous adaptons notre règlement intérieur puisqu'à ce niveau, c'est plus flexible. Il est difficile de modifier une loi, avec toute la procédure que cela va comporter, mais il est plus facile de modifier un règlement intérieur. On peut le modifier en début de chaque année. Donc, il a donc un caractère adaptatif. Et vous allez donc convenir avec Madame le ministre que si elle renvoie au règlement intérieur, parce qu'elle voudrait donner également la responsabilité aux responsables des établissements pour pouvoir le faire. Quand j'ai dit ça, maintenant je voudrais répondre à votre question qui... Est-ce que ce communiqué ne fragilise pas la... Ne fragilise pas. Face au comportement, aux écarts de comportement des enfants à l'école? Oui, je voudrais dire, lorsque nous préparions cette émission, lorsqu'il y a eu l'annonce de cette émission, on a été un peu envahi par les questions des enseignants. La question primordiale est celle-là. Ça veut dire qu'on vous envoie des cas où on vous dit, voilà, nous sommes fragilisés, voilà, j'ai même encore parlé à mon élève l'autre jour, il m'a dit que vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Ça veut dès lors que le communiqué de Madame le ministre est sorti, mais je dis non. Ce communiqué ne va pas fragiliser. Ça rentre dans l'école de ce que Serge Alain Bikoy appelle l'école traditionnaliste. C'est-à-dire les partisans de l'école traditionnaliste qui pensent que le fouet est idoine. Or, ceux qui pensent que le fouet, le monde est évolutif, les caractères et les comportements avec. Ça veut dire que ce qui était juste hier ne peut plus l'être aujourd'hui. Si le fouet a marché dans les années 1700, 1800, 1900, peut-être jusqu'aux années 80, parce que c'est à partir des années 90 avec le vent des libertés. Il a même été légalisé. Voilà, justement, dans le vent des libertés, vous avez cité les conventions que le Cameroun a ratifiées, la convention notamment sur la protection des droits de l'enfant de 1993, de 1989, que le Cameroun ratifie en 93, justement interdit que les sévices, les châtiments soient faits à l'encontre des élèves, à l'encontre des enfants de manière globale. Donc c'est pour dire que Madame le ministre dans ce communiqué, il y a un aspect pédagogique également. Ça veut dire qu'elle invite la communauté éducative, parents, enseignants, les structures d'encadrement comme les APE, à penser autrement. L'élève qui enfreint les dispositions, pour le ramener, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous allons en parler peut-être un peu plus loin parce que Madame le ministre ne s'arrête pas à prendre des dispositions pour menacer ou pour interdire ou pour rappeler l'interdiction, mais il y a également des actions qui sont faites sur le terrain. Mais là, il y a un problème, et je crois que c'est Serge qui l'a évoqué. À la maison, on utilise le fouet pour éduquer, pour socialiser l'enfant. Mais à l'école, on dit on ne doit pas utiliser. Est-ce que ça ne crée pas un problème? Les parents, ça ne crée pas un problème. Quand vous avez votre enfant à la maison, vous utilisez le fouet pour imposer votre autorité. Mais à l'école, vous estimez que les enseignants ne doivent pas utiliser le fouet. Même si nous sommes d'accord qu'il ne faut pas aller jusqu'au châtiment, jusqu'au sévice, ce n'est pas un mode de punition. Je ne voudrais pas être d'accord avec mon confrère Serge, parce que je voudrais lui demander si
il a un enfant aujourd'hui et qu'il veuille administrer une fessée à cet enfant, si sa femme ne va pas s'opposer à cette décision-là. Ce sont des cas récurrents qu'on observe dans presque toutes les familles où le père décide de faire et la mère, peut-être un peu plus moderne, va dire non, tu ne touches pas à mon enfant parce que mon enfant a des droits. Ou alors l'enfant même aujourd'hui va te rappeler que papa, tu n'as pas le droit de me fouetter. Ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui. Serge le dit peut-être parce que je ne sais pas à quelle école il appartient, peut-être à l'école traditionnelle, mais lorsqu'on regarde dans les familles, dans nos familles aujourd'hui, avec les enseignements qui sont puisés à travers les choses que nous voyons sur les réseaux sociaux, que nous apprenons à la télévision, ces enfants, on leur enseigne à braver les parents, à dire aux parents que tu n'as pas le droit de me fouetter. C'est ce qu'on voit chaque jour. Moi, j'ai envie de voir dans cette famille-là où on dit la proportion, si c'est exact, mais la proportion est minimale aujourd'hui, des familles où le parent fouette encore son enfant. Je dis, si le père dit oui, la maman va dire non. Non, je voudrais justement réagir parce que, vous savez, les modèles de socialisation ne visent pas davantage à confronter le père à la mère, ou alors à créer cette différenciation entre les deux marrons de la chaîne qui sont des agents de socialisation. Parce qu'en réalité, vous relevez là une image, mais qui n'est pas généralisable, qui n'est pas extrapolable à l'ensemble de la société camerounaise. Parce que vous savez, dans la famille, le père, c'est le pater familia. C'est lui qui est garant de la sécurité familiale, la sécurité financière, la sécurité matérielle, entre autres. C'est lui qui dicte un ensemble de modèles, de normes, de valeurs, de règles à la famille. Et c'est la femme qui est justement chargée de contribuer justement à la normalisation de ces modèles. C'est la raison pour laquelle vous constaterez que dans les structures familiales, ce qu'a dit le parent, c'est ce qui est respecté. Et si vous jetez un regard notamment sur les structures éminemment traditionnelles, vous allez constater que la femme qui a un devoir de soumission au mari ne fait que conforter ce qui est davantage étiqueté en termes de modèle normatif. Et c'est la raison pour laquelle les enfants doivent se conformer à ces modèles, à ces normes et à ces valeurs. Bon, maintenant, lorsque nous avons aujourd'hui les masses médias qui nous diffusent notamment ces films où l'on constate qu'il y a une certaine indépendance des individus, en l'occurrence des enfants, en l'occurrence des femmes, c'est pour cela qu'il y a aujourd'hui une coexistence ou bien une confrontation des normes occidentalo-centrées et les normes africaines, où on se rend davantage compte que ces modèles qui sont véhiculés dans les masses médias, les chaînes internationales, ça pose un problème de fond. Ça vise davantage à créer une désocialisation de nos structures. Ça vise à créer une certaine acculturation. Au point où on se rend compte aujourd'hui que la société africaine est en train de se moderniser et donc de s'occidentaliser, de manière à constater aujourd'hui qu'il y a un renversement de l'échelle des valeurs, un renversement de l'échelle des normes. Au point où on se rend davantage compte que l'enfant peut aujourd'hui dominer son père ou bien lui parler à tort et à travers. C'est parce qu'en réalité, on est en train d'intérioriser un ensemble de mécanismes normatifs qui ne sont pas justement catalogables à notre société. C'est ça le véritable problème. Allez-y, monsieur l'inspecteur général. Oui, merci pour la parole que vous me donnez. Je voudrais qu'on insiste sur l'enseignement de la sortie de Madame le ministre. Nous ne sommes pas là pour venir critiquer les modes de socialisation. Nous sommes là pour essayer de faire parvenir à la communauté éducative le message de Madame le ministre qui, à ma connaissance, peut avoir deux déclinaisons. La première, c'est le sens de la discipline qu'il faut inculquer aussi bien aux élèves qu'à leurs encadreurs. Ça, c'est le sens de la discipline. La deuxième chose, Madame nous rappelle qu'il y a un cadre réglementaire, mais il y a un élément qui est tellement dynamique que si nous nous mettons ensemble, nous pouvons prendre en compte les dérives qui sont véhiculées à travers les réseaux sociaux et qui ne sont pas les mêmes à chaque endroit
Donc, elle invite donc la communauté éducative de chaque établissement à faire une bonne analyse situationnelle en début de chaque année pour prendre en compte les dérives qui ont été constatées l'année précédente et envisager des sanctions appropriées. Voilà l'enseignement. Bon, maintenant, les philosophies et tout, bon, c'est bien de les évoquer. Il y a des philosophies, monsieur l'inspecteur général, mais il y a que lorsqu'un enseignant vous dit ce communiqué me gêne parce que je ne peux plus parler à mon élève à l'école, je ne peux plus assurer son éducation telle que cela. Est-ce que ça ne vous fait pas frémir un peu? Non, ça convoque l'enseignant à s'impliquer à l'élaboration, l'actualisation du règlement intérieur de son école. Parce que cet enseignant-là devrait dire au chef d'établissement que voici les cas de comportement récurrents qu'il faut prendre en compte au moment de l'actualisation de notre règlement intérieur, qui est facile, adaptable, comme l'a dit M. Bomba. Donc, nous avons un instrument dynamique qu'il faut utiliser. Maintenant, ce sont les enseignants qui doivent donc apporter les éléments d'enrichissement, d'actualisation de cet instrument. Voilà la question. Il n'est pas question de fragiliser l'enseignant ou bien de donner plus de pouvoir à l'élève pour valider ses actes d'insubordination. Ce n'est pas de cela qu'il est question. S'il m'était donné, Séverin, de poser une question à l'inspecteur général, je lui demanderais jusqu'à quand continuera-t-on à faire des rappels? Jusqu'à quand continuera-t-on à sortir des lettres circulaires, des communiqués et tout, pour rappeler ce qui existe, sans jamais poser aucun acte coercitif, sans jamais poser aucun acte de régulation, sans jamais poser aucun acte de correction? Ces documents, nous les avons tous. Ces textes existent depuis une vingtaine, trentaine d'années. On fait bien de le rappeler sur ce plateau. Mais jusqu'à quand alors nous continuons à le faire? Est-ce que c'est en rappelant cela qu'on corrige le problème? Il y a lieu aussi de pouvoir sévir. Parce que nous connaissons, effectivement, dans ces établissements scolaires, nous connaissons des cas qui sont avérés. Mais est-ce que nous avons déjà vu également la punition qui a été faite à ces personnes concernées de manière à pouvoir montrer un exemple aux autres et freiner l'ardeur? Imaginez le parent que je suis, se retrouve chez lui à domicile avec son fils ou sa fille qui lui dit « Papa, tu n'as pas le droit de lever le ton sur moi. Papa, tu n'as pas le droit de me fouetter, tu n'as pas le droit de lever le ton sur moi, tu n'as pas le droit de m'interdire ceci. » Ça, c'est le monde occidental que nous voulons amener chez nous, mais ça ne marchera pas. Parce que c'est le parent qui a la responsabilité sur l'enfant. La Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, de sorte qu'il est devenu grand, qu'il ne s'en détourne point. » Alors, si tu ne montres pas à l'enfant les limites, si tu ne lui montres pas ses droits et ses devoirs, il ne faut pas laisser aux enfants croire qu'ils n'ont que de droits. Il faut également leur enseigner qu'ils ont des devoirs. Mais le message biblique nous montre aussi Jésus qui dit d'aimer les enfants. Tout à fait. Qui aime bien, châtie bien. Châtie bien. Justement la ritournelle. Et c'est pourquoi je vous ai dit, justement, ce n'est pas le fouet en lui-même qui fait problème. Non. Mais c'est l'acte. C'est le degré, c'est la façon de faire. Je vous ai donné le cas de mon fils qui est rentré avec une main enflée parce que l'enseignant lui a frappé un coup de latte. Monsieur Séverin avec Allegabili, que fait la latte entre les mains d'un enseignant? La latte. Même s'il faut arriver, disons, nous avons tous été fouettés à l'école. Et d'ailleurs, nous avions la peur du fouet qui nous faisait réviser des leçons. Mais lorsque nous étions fouettés à l'école, c'était la masse fessière qui était utilisée. Justement peut-être parce qu'elle avait la capacité de pouvoir amortir peut-être également ce que nous voulons éviter aujourd'hui comme service pour ne pas arriver au châtiment. Mais lorsqu'un enseignant se retrouve à fouetter un enfant sans contrôle et laisser des traces partout sur le corps, je pense que c'est en cela que j'ai dit d'entrée de jeu que la sortie du ministre est idoine et elle est dans son rôle. C'est normal. Mais je ne voudrais pas m'arrêter à ça parce que, en fait, en tant qu'Africain et traditionnaliste, en tant qu'éducateur, en tant que pasteur, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations à mener sur cet aspect-là parce que
juste faire des communiqués de ce genre ne résoudra jamais aucun problème. Alors, je reviens vers vous. Oui, monsieur l'inspecteur. Oui, il y a une transition. Il nous a servi de donner la transition. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Donnez-moi respirer un tout petit peu. Oui, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Toutes les sociétés du monde ont connu les châtiments corporels infligés aux enfants dans le domaine de l'éducation. Les sociétés africaines ne sont pas en reste. En effet, frapper un enfant, le corriger, participe à son éducation. C'est ce que certains pensent. C'est seulement la question des châtiments corporels dans les établissements scolaires, comme autour de cette table, divise l'opinion. Hein, évidemment, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Écoutons les arguments des uns des autres, arguments collectés dans les rues de Yaoundé par Joël Igor Abanda. Ça marche, il se sent un peu rabaissé et il va recommencer difficilement. Nous allons lui demander de ramasser les feuilles tout autour de l'établissement et puis prendre le seau et essayer un peu de nettoyer. Il faudra soit les convoquer, soit exclure temporairement l'enfant, soit l'expulser de la salle de classe et il va manquer les cours. À la limite, nous pensons qu'il y aura encore d'autres plaintes. Quelle sera la réaction des parents? Est-ce qu'on pourra encore les aider dans ce sens? Je crois que nous allons nous aligner. Est-ce que ce qu'il faut proposer en retour est susceptible de répondre à la réalité sociale, à la réalité dont fait face la communauté éducative dans nos établissements? La question est posée, hein, la question qui a été posée tout à l'heure. Même monsieur l'inspecteur général, vous voulez absolument prendre la parole? Je voudrais prendre la parole pour prendre la dernière intervention du pasteur comme transition. Une série de transition pour dire ce que nous faisons au MINESEC. Parce que dire qu'il y a eu tout ce qu'on rappelle, c'est ne pas connaître Madame le ministre d'enseignement secondaire. Et je vous rappelle que ce communiqué vient à la suite d'un colloque international organisé les 21 et 22 décembre, ici même au Hilton Hotel, pour adresser de manière holistique les problèmes de la violence en milieu scolaire. Et je vous rappelle que au terme de ce colloque, il y a eu des réseaux de recommandations, aussi bien au niveau micro-sociétal, c'est-à-dire au niveau des établissements, qu'au niveau macro. Et je voudrais vous prier d'attendre un peu la finalisation des actes de ce colloque, mais vous verrez que ce n'est qu'un aspect que j'ai évoqué. Je voudrais que le communicateur spécial qui est au quotidien avec Madame le ministre nous donne également quelques actions qui sont posées pour résoudre le problème, parce que limité au fouet, à la chicotte, nous ne parlons pas au ministère des enseignements secondaires de fouet et de chicotte. Nous parlons des sanctions punitives applicables aux élèves indélicats. Pourquoi se focaliser sur un instrument qui, moi je ne sais pas, je ne l'ai jamais appelé, mais Henri, s'il te plaît, viens à mon secours pour aider le professeur, le pasteur à comprendre. Non seulement le pasteur, monsieur, avec votre permission, monsieur l'inspecteur général des enseignements. Je voulais dire... le pasteur pose un problème de fond, c'est-à-dire qu'il y a régulièrement ces communiqués qu'on a, ces rappels à l'ordre qui sont faits, mais ça ne règle pas le problème de fond qu'on a à l'école, dans les lycées et collèges. Je crois qu'il ne faut pas qu'on perde de vue sa réaction. C'est vrai, ce qu'il faut peut-être dire, hein, ce qu'il faut regretter d'abord sur ce plateau, c'est que monsieur, c'est avec beaucoup de regrets que je le dis, le pasteur qu'il soit membre d'une structure d'encadrement des élèves et enseignants et qu'il ne soit pas au fait des actions du ministre des enseignements secondaires. C'est regrettable. Quand je l'ai dit, je voudrais également lui poser peut-être, avant de répondre à l'appel de monsieur l'inspecteur général, je voudrais dire que nous sommes en télévision. Quand on est en télévision, et cette émission, je vais vous dire, elle est extrêmement écoutée, et qui plus aujourd'hui, l'annonce que vous avez faite, c'est
au moins 100 000 enseignants qui nous regardent en ce moment. Parce qu'ils attendent ce qui sortira d'ici. Peut-être qu'ils n'ont pas bien compris le communiqué. Alors, on ne peut pas venir en télévision dire que Madame le ministre n'a fait que des communiqués et qu'il n'y a eu aucune action. C'est le terme, aucune. Ça, c'est peut-être maladroit de le dire, mais je voudrais... On ne peut pas dire aucune. On peut dire qu'il y a des choses qui sont faites. Peut-être que ces choses, à son sens, n'ont pas les faits escomptés. Monsieur le pasteur invoque, ou alors convoque l'attitude des parents, le comportement des parents dans l'éducation de l'enfant. Mais j'ai envie de lui dire que ces parents éduquent leur enfant à quel moment? Aujourd'hui, vous convenez avec moi que le parent n'éduque plus son enfant. Qu'est-ce qui éduque l'enfant? C'est la télévision. Qu'est-ce qui éduque l'enfant? Ce sont les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui éduque l'enfant? Ce sont les voisins. Qu'est-ce qui éduque l'enfant? Ce sont des camarades qui éduquent votre enfant. Les enseignants aussi. Les enseignants, non, les enseignants n'éduquent plus puisque vous avez enlevé à l'enseignant l'autorité. Vous avez dit à l'enseignant d'enseigner et vous lui payez la moitié de son salaire pendant des années. Madame le ministre l'a dit, l'a regretté plusieurs fois. Vous avez enlevé toute autorité à l'enseignant. Vous voulez que l'enseignant ait quelle autorité pour éduquer l'enfant? L'enseignant ne peut plus. L'enseignant se limite aujourd'hui à donner l'instruction à l'enfant. Puisqu'en termes d'éducation, lorsqu'il va se placer devant un élève pour lui dire ce que tu fais est mal, l'enfant, la première réaction de l'enfant, ce sera de regarder ce que l'enseignant porte sur lui et évaluer que cet habit, certainement, il l'a acheté au marché Kololu ou à Mukolo. Pour dire que vraiment, mon argent de poche, ce que tu portes là, mon argent de poche, ne peut même pas permettre que en tout cas, je peux t'habiller. Je passe. Pour répondre maintenant à l'interpellation de monsieur l'inspecteur général, je voudrais dire que nous avons eu le privilège. Madame le ministre est allée au sud-ouest et après le décès de l'élève Blériot au lycée bilingue de Dido, je pense que c'est vrai, vous êtes au courant de cette actualité. Et Madame le ministre a fait une descente dans le littoral, notamment à Douala, où elle a visité un certain nombre d'établissements. À l'occasion, elle a donné des instructions fermes au regard de l'indiscipline caractérisée qu'elle a constatée. Elle a donné un certain nombre d'instructions fermes. Et nous sommes partis. Quelques semaines après, j'ai eu le privilège qu'elle me renvoie, très modestement, que je suis donc reparti dans ces établissements. Lycée bilingue de Dido, lycée bilingue de Bepanda, lycée technique de Koumassi, lycée Mongo-Joseph. Non, avant le lycée Mongo-Joseph, ça c'était la deuxième fois, le Mongo-Joseph et le lycée de la Cité des Palmiers. Alors, Madame le ministre, l'instruction c'était, va voir si mes instructions ont été appliquées. C'est vrai, ce que je vais vous dire est peut-être surprenant, mais vous allez peut-être, à la sortie de cette émission, appeler les chefs de ces établissements. Ils vont vous le confirmer. Je suis arrivé au lycée bilingue de Dido. Vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, lorsque vous arrivez au lycée bilingue, tout l'extérieur est vidé. Ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans. Parce qu'il y avait des commerçants, et ces commerçants, ce sont eux qui vendaient la drogue aux élèves. Donc, le proviseur, après le départ de Madame le ministre, a saisi les autorités traditionnelles, administratives, la police, qui est juste en face, c'est le commissariat. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déguerpi tous les commerçants. Elle a pris un autre train de mesures. Ça, c'est avec son génie. Tous les élèves qui étaient en retard, tous les élèves qu'on surprenait en possession de telle ou telle chose, du moins, tous les élèves qui étaient pris en flagrant délit de désordre, elle a construit un hangar. Et ce hangar, avec la spécialité de ce hangar, c'était que les conseillers d'orientation ont été commis à la tâche pour entretenir ces enfants, pour dire autre chose à ces enfants, en dehors du fouet. Elle est allée au lycée bilingue de Bepanda. Elle est allée au lycée bilingue. Ce que je voudrais dire, il y a eu des actions positives. Oui. Voilà. Alors, les résultats, c'est quoi? J'ai encore ces documents. Les résultats, c'est quoi? C'est que ces chefs d'établissement ont fait des statistiques pour dire qu'avant l'arrivée de Madame le ministre, nous avions 50 troubleurs, 50 porteurs de couteaux. Et aujourd'hui, nous avons 0 porteur de couteau. D'accord. Nous avons ceci.
Je vais renchérir parce que c'est très important. Oui, le vice-président va prendre la parole aussi. Oui, c'est important ce que je suis en train de dire. C'est même justement. Serge aussi, c'est même le nœud du problème. Allons-y rapidement. Il y a également, aujourd'hui, il y a un corps, ou alors un sous-corps dans les enseignements secondaires qu'on appelle les conseillers d'orientation. Jusqu'à une certaine période, tout le monde pensait qu'il sert à ce que lorsque vous arrivez en classe de 5e, vous allez vers eux, ils vous disent que allez en 4e espagnol ou allez en 4e allemand. Ou alors lorsque vous arrivez en 3e, on vous dit vous allez faire... Madame le ministre des enseignements secondaires a démontré à la communauté nationale et internationale que le conseiller d'orientation est une personne, est une ressource phare dans la discipline. Aujourd'hui, il y a une structure qu'on appelle le Headline Center, qu'elle a créée. Et cette structure a eu aujourd'hui les résultats que nous avons dans le sens du retour à l'orthodoxie des élèves est inimaginable. D'accord. Serge, vous prenez la parole rapidement. Oui, vous savez, lorsque l'on écoute Henri Bomba, on a l'impression que il y a une satisfaction générale qu'il faut constater par rapport aux actions de Madame le ministre. Mais vous savez, tentons de palper la réalité sur le terrain. Si vous prenez notamment le cas de certains établissements scolaires, vous avez pris le cas du lycée Blaingue de Daedo où il y a eu un certain nettoyage de l'environnement socio-éducatif. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de dire qu'il n'y a plus de consommateurs de drogue, notamment dans cet établissement? Non, vous ne pouvez pas le dire. Est-ce que vous êtes capable de dire aujourd'hui qu'il y a l'absence de délinquants au lycée Blaingue de Daedo? Non, vous ne pouvez pas le dire. C'est pour vous dire que on ne peut pas éradiquer, on ne peut pas éradiquer totalement un phénomène social. On peut tout au moins le réduire. C'est-à-dire que ce soit la corruption, la criminalité, la délinquance juvénile, la prostitution, la consommation de la drogue, vous ne pouvez pas éradiquer ce phénomène. Quand vous dites que, oui, il y avait 50 troubleurs avant l'arrivée de Madame le ministre et aujourd'hui il y a 0 troubleurs. Non, c'est faux. C'est carrément faux. Parce qu'en réalité, vous savez, lorsque nous vivons des réalités sur le terrain, vous allez vous rendre compte que la proportion même des déviants sociaux est fulgurante. C'est la raison pour laquelle le pasteur Paco disait tout à l'heure qu'on a l'impression que oui, les rappels à l'ordre ne sont que des éléments qui sont davantage à titre informatif, mais en réalité, est-ce que ça contribue à la résolution du problème? Non. C'est pour cela que nous inquiétons davantage, parce que vous savez, aujourd'hui, lorsque l'on vit l'environnement social, on se rend compte que, oui, tout est prévu par rapport au circuit normatif, tout est prévu par rapport au rappel à l'ordre, mais en réalité, lorsque l'on voit l'ensemble des déviances qui jongent le milieu éducatif, il y a anguille sous roche. C'est la raison pour laquelle ne basculons pas dans une satisfaction béate, alors qu'en réalité, un ensemble de problèmes demeure. Très bien. C'est vrai, s'il te plaît, d'entrée de jeu, en nous introduisant sur ce plateau, tu as bien fait de nous dire que le propos est libre. Et que, il l'est toujours. Voilà. Alors, je voudrais prier Henri Bomba de ne pas porter des jugements de valeur sur mes déclarations. Parce que je n'en ai pas fait sur les siennes. Et de là à trouver mes déclarations déplorables et à trouver que je suis supposé être quelqu'un, un acteur de la scène et que je suis complètement ignorant de ce qui s'y passe, je n'aimerais pas entrer dans ce genre de débat parce que je voudrais le rappeler que j'ai été président d'APEE, d'un établissement scolaire de la place, ayant été dans le bureau de cet établissement de l'APE pendant près de 10 ans, ayant été président sur 2 mandats. Donc, je sais très bien de quoi il est question. Les règlements intérieurs dont l'inspecteur général parle, j'en ai été signataire, puisque lorsque le conseil d'établissement doit les adopter, je les co-signe avec le chef d'établissement en tant que président d'APEE. Donc je sais très bien de quoi il est question. Mais je m'entêterai ici à dire qu'il ne suffit pas uniquement. Quelqu'un disait encore que nous avons de très belles lois et que nous avons de très beaux textes. Mais il y a lieu de passer à l'application de ce que nous disons qui est si beau. Ne venons pas ici faire l'apologie pour croire que tout est bon, tout est rose. Non. Il y a des problèmes. Il faut les résoudre. Est-ce que ce texte-là, que nous sommes en train d'acclamer et que nous voulons très bien expliquer aux parents, aux enfants et tout, résout le problème des effectifs pléthoriques?
Est-ce que ça résout ce problème? Est-ce que ce texte-là résout d'ailleurs, lui-même, le communicateur, Moussa Ribomba, il a fait tout à l'heure, j'ai un frisson, en me demandant si finalement, il communique pour madame le ministre ou pas. Parce que tout à l'heure, quand l'inspecteur général parle d'affichage, j'ai eu peur qu'il n'ait fait un affichage. En disant qu'on a enlevé toute autorité à l'enseignant, on lui a enlevé tout honneur, en lui donnant la moitié de son salaire, en faisant... Il y a des problèmes de fond. Je pense que si nous voulons résoudre le problème de la violence et autres dans les campus scolaires, il y a beaucoup de choses qu'il faut débattre. La frustration de ces enseignants, leur incapacité opérationnelle même dans des salles de classe bondées, est-ce que ça leur permet de donner le meilleur rendement? Est-ce que ceci n'est même pas aussi à l'origine des attitudes qu'ils ont parfois qui sont répréhensibles? Les enfants même qui sont hyper nombreux dans un cadre restrictif, lorsque vous prenez un campus scolaire, vous prenez le quota par classe que nous connaissons qui ont été communiqués, pour une école, si on prend la moyenne, nous avons été à l'école par niveau, on avait à peu près 4, 5, 6 salles de classe. On peut faire un calcul. Pour se dire qu'un lycée, j'ai bien posé la question, mais je ne suis pas là pour questionner, je demanderai à l'inspecteur général quel est l'effectif réglementaire d'un établissement scolaire moyen. Aujourd'hui, nous avons des établissements qui font 3 fois l'effectif. Ce que précisent les textes. Nous avons des établissements qui font 3 fois l'effectif. Nous avons des établissements publics qui sont arrivés à se diviser en 2. Ce qui veut dire, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des établissements où au lieu d'avoir 8 heures de cours, nous en avons 4. Typiquement, parce que on vous dit, ceux qui sont en train des armées vont fréquenter le matin, de 7h30 à 12h30, et ceux qui sont non pas en train des armées vont fréquenter l'après-midi. Mais il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Ok, ne sortons pas du débat. Justement, je voudrais rappeler l'objet de notre rencontre de ce soir. L'ancien président de l'APE de Kounou, qui est en face de moi. Ah bon, vous connaissez alors? Est-ce qu'il peut me dire, visiblement, est-ce qu'il peut me dire, quand lui il était président de l'APE, maintenant il vient parler des histoires des effectifs canoniques, quand lui-même était à Kounou, et qu'il a eu à co-signer le règlement intérieur, pourquoi il n'a pas résolu ce problème? Puisque, oui, parce que c'est bien de dire, c'est bien de dire, vous avez à un moment donné participer à la gestion de l'un des plus grands établissements de la capitale, je nomme bien. Vous ne pouvez pas me demander. Vous avez été président de l'APE du lycée de Kounou. Qu'est-ce que vous avez laissé là-bas? On peut aussi poser des questions. Donc, je voulais dire ceci, c'est vrai. Je voulais dire que le jour qu'on voudrait qu'on parle des problèmes de l'éducation en général, on le fera. Mais ce n'est pas vous qui avez qualité de convoquer ce genre de forum. Nous parlons des châtiments. Nous parlons des châtiments. Ne nous amenez pas à gauche et à droite pour parler des problèmes qui dépassent notre compétence. C'est ça que je voulais dire. Le lancement du budget de l'année en cours, la convocation du collège électoral pour les sénatoriales du 12 mars, voilà quelques sujets traités également dans les journaux cette semaine. Le relevé de la presse est signé Laetitia Onana. Sénatorial 2023 au Cameroun, ce sera le 12 mars prochain. L'information qui barre la une du journal Émergence est également relayée dans Cameroun Tribune. Le quotidien national bilingue précise en effet que les différents acteurs au rang desquels les partis politiques sont en branle. Illustration dans le Septentrion, où l'œil du Sahel présente d'ores et déjà les potentiels candidats dans la Damawa, le Nord et l'extrême Nord. Le train des sénatoriales est donc en marche et ce sera l'occasion, souligne Mutation, d'un test du retour à la normale dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et alors que l'ECAM se veut rassurant côté organisation, toutes les garanties d'un bon scrutin ne sont pas données à l'Ordre national des médecins du Cameroun d'après EcoSanté. Le journal précise en effet que les élections ont une fois encore été reportées à une date ultérieure, ce malgré les tentatives d'arbitrage du ministre de la Santé publique. En attendant donc que le feuilleton à rebondissement s'achève,
Parlons du budget de l'année en cours pour rappeler que son lancement a été effectif cette semaine à Douala, d'après l'Économie quotidien. La revue de presse se referme. Place au débat. Merci Laetitia. Le Cameroun a ratifié, et nous l'avons dit au début de l'émission, des textes internationaux qui protègent l'enfant. C'est le cas de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989, ratifiée par notre pays en 1993. C'est aussi le cas de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Et au niveau national, il y a donc la loi du 14 avril 1998, loi portant... la loi porte sur orientation de l'éducation au Cameroun. Mais la réalité, comme nous l'avons dit autour de ce plateau, c'est que la réalité, les enfants sont turbulents et l'enseignant qui doit imposer la discipline en classe n'a plus les moyens suffisants pour le faire. Il y a l'article 35 de cette loi d'orientation de l'éducation au Cameroun qui lui donne un certain nombre de restrictions. On dit par exemple que l'intégrité physique et morale des élèves est garantie dans le système éducatif. Cela veut bien dire ce que ça veut dire. Alors la question dans cette deuxième partie de l'émission, c'est il y a les règlements intérieurs, monsieur l'inspecteur général, vous en avez parlé. Quel type de sanctions appropriées dans les lycées et collèges? Merci beaucoup. Je vous ai dit que tout part de l'analyse de l'environnement. Parce que vous ne pouvez pas généraliser. Ce qu'on constate au moins, c'est que l'environnement est violent. Je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de conflits entre les élèves, les éducateurs. Justement, il faut aller dans le renforcement de la morale. Je vais parler du sens de la discipline. Il faut adapter les sanctions à l'évolution même de la société. Je vais vous prendre l'exemple. Moi, j'ai fréquenté le collège Stoll avec des Canadiens. Il y avait des sanctions. Quand on se comportait mal, on disait 5 tours de piste. Avec le frère André Côté. Avec le frère André Côté. Aller à l'étoile. Hein? Il y avait également des sanctions positives. Lorsque un élève posait un acte apprécié par un des encadreurs, on lui donnait un bon de bonne action. Vous avez été à ce collège-là, et vous savez qu'à la fin de l'année, il y avait la fête du collège, il y avait une tombola pour récompenser. Donc, il faut aller vers des sanctions positives qui créent la saine émulation. Vous avez fait 4 ans, vous ne pouvez pas voir un bout de papier sur la pelouse. Pourquoi? Chaque élève courait pour prendre le bout de papier et pour avoir une récompense. Mais est-ce que cet environnement existe encore? Est-ce que cette discipline existe encore? Il faut le créer avec l'appui des APE. C'est leur travail. Chaque président d'APE devrait créer un environnement qui permet à ce qu'il y ait un changement de comportement et un changement de type de sanction à appliquer aux élèves. Mais pourquoi ça marche? Quand nous regardons un peu les collèges confessionnels, ça marche là-bas. Pourquoi? Parce que les gens ont une vision. Il n'est pas bon de dire non, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Non, qu'est-ce que nous proposons? Nous qui sont au sein des établissements, nous attendons la contribution. Le colloque dont j'ai évoqué tout à l'heure, il y a eu appel à contribution. Hein. Mais on n'a pas vu la présidence de la fédération des APE nous dire que voici notre contribution. C'est bon de venir créer sur un plateau de télévision. Mais il y a eu appel à contribution pour adresser le problème de la violence. Donc, pour me résumer, oui, il faut un toilettage des textes. Madame le ministre ne fait que ça depuis qu'elle est là. Elle va à un rythme si vite que parfois, on trouve à redire. Mais c'est la société, ce n'est pas un problème du ministère des enseignements secondaires. Apportez vos contributions, elles seront analysées,
on va voir celles qui seront applicables. Mais Madame le ministre n'encourage pas les élèves à être insubordonnés ou bien alors à mépriser leurs enseignants. Non, c'est pas ça. Au ministère des enseignements secondaires, est-ce qu'on tient compte quand même que combattre les châtiments corporels, c'est réglé en amont un certain nombre de problèmes? Parce que il parlait tout à l'heure des effectifs dans les salles de classe. Vous êtes d'accord, M. Boumba, avec moi qu'aujourd'hui, beaucoup d'enseignants se retrouvent dans les salles de classe, pas parce qu'ils auraient voulu, peut-être parce qu'il fallait... on n'a pas trouvé mieux ailleurs. Ça aussi, c'est un autre problème. Est-ce que ces problèmes-là ne peuvent pas permettre de mieux combattre la violence en milieu scolaire, régler ce type de problème? Je voudrais dire que pour ce qui est des effectifs en milieu scolaire, c'est au ministère des enseignements secondaires, ce que nous avons fait, Madame le ministre a fait, c'est que vous avez le texte, le calendrier scolaire de l'année scolaire, de chaque année scolaire. Pour cette année, il y a une limitation de l'effectif. Et je voudrais également rappeler que le ministère des enseignements secondaires dispose des services compétents pour veiller à ce que ces effectifs soient respectés. Peut-être Serge Mebikoy et Pasteur Paco voudraient qu'on leur dise telle ou telle chose. Mais nous savons quand même que les retours que nous avons jusqu'à aujourd'hui, c'est que ceux qui sont en marge de ces dispositions-là, peut-être que cela n'est pas dit avec l'écho qu'attendent Serge Aimé et M. Paco, mais il y a des sanctions pour tous les contrevenants aux enseignements secondaires en termes d'effectifs. Si Serge Aimé a peut-être les noms ici, à la sortie de cette émission, je suis là avec l'inspecteur général des enseignements, il pourra nous donner les noms où il y a des contrevenants. Alors, maintenant, il y a que, et vous l'avez relevé, les récidivistes seront sanctionnés. Nous tenons compte du fait que dans nos établissements, il y a ce qu'on appelle l'émergence d'une main-d'œuvre enseignante privée des aptitudes. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Est-ce que ça peut ne pas limiter l'effet du communiqué du rappel à l'ordre, Madame le ministre? Parce que fatalement, il y aura des récidivistes, peut-être qu'il y aura des sanctions, mais le problème ne sera pas réglé. Le problème ne sera peut-être pas réglé parce que je voudrais qu'on reste sur le communiqué, comme le disait Monsieur l'inspecteur général. Parce que le communiqué, c'est que il y a une odeur de pédagogie dans ce communiqué, où Madame le ministre renvoie quand même des gens à leur responsabilité pour leur dire pensez, allez au règlement intérieur. Et comme il l'a si bien dit, il y a un colloque. Madame le ministre n'a pas la science infuse. Elle a pensé qu'elle ne peut pas rester dans son bureau, dans son cabinet, et toute seule penser ce qui sera appliqué, implémenté sur le territoire national. Elle a appelé toutes les tendances, toute la communauté éducative à réfléchir avec elle, les 21 et 22 décembre 2022. Et cela a été ouvert, ces contributions ont été ouvertes au mois d'août. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il y a eu plus de 200 contributions. Et le colloque s'est tenu. Il y a eu des recommandations. Et nous sommes parce que l'engouement que nous avons observé au cours de ce colloque nous permet aujourd'hui de dire que les lendemains de l'éducation nationale peuvent être meilleurs. Parce que toutes ces questions que vous posez là sur ce plateau aujourd'hui ont été posées. Les confrères journalistes qui étaient là, la société civile qui était là, des questions ont été posées à tous tous les panélistes et des réponses ont été trouvées. Cela a été transformé sous forme de recommandations et nous attendons que le document, telle est la vision telle que Madame le ministre l'a orienté, elle voudrait faire une publication de toutes ces recommandations, de tous les apports, de toutes les contributions qui ont été données. Cela, elle a donné des délais. Dans les tout prochains jours, on aura le document. Et ce document ne va pas s'arrêter dans la publication pour peut-être donner raison à M. Paco. Non, elle n'entend pas s'arrêter au niveau de la publication. Ce document sera soumis
hautes autorités de la République pour que des choses concrètes soient prises en compte. Serge, quel type de sanctions dans les écoles, au vu des dérives, des problèmes que nous avons, au vu du rappel à l'ordre de Madame le ministre, qui indique quand même qu'il y a des textes, il faut respecter les textes. Donc, quel type de sanctions appropriées il faut dans les écoles? Bien, moi, je milite en faveur d'une conjonction de sanctions négatives et positives. Quand je parle de sanctions négatives, il y a une certaine graduation qu'il faut respecter. Parce que lorsque l'enfant commet un acte déviant, au premier abord, c'est le reproche qui lui est fait. C'est-à-dire qu'on lui dit que ce que tu as fait là, c'est pas bien parce que, en rapport avec justement les principes normatifs. Mais très souvent, il y a une confusion entre la faute et l'erreur. En effet. Et l'enfant est puni. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a d'abord le reproche. Ensuite, c'est le blâme. C'est-à-dire que lorsque l'on constate que la déviance est répétitive, c'est le blâme qui est fait. Après le blâme, c'est l'avertissement. Après l'avertissement, c'est la punition. Et la punition, ça peut être de façon plurielle. Il y a les corvées que l'on peut justement infliger ou justement à ces différents élèves, à savoir nettoyer par exemple l'environnement scolaire, entre autres. Il y a également les mises à pied, il y a également la suspension temporaire, il y a également l'exclusion définitive. Parce que je me souviens qu'à Bafoussam tout récemment, les élèves qui ont été coupables de consommer régulièrement la drogue ont été exclus définitivement de l'établissement. Donc voilà la graduation que l'on peut davantage noter. Donc, reproche, blâme, avertissement, punition, mise à pied, suspension temporaire et exclusion définitive. Bon, mais maintenant, on ne peut pas seulement se focaliser dans la sociologie de l'éducation sur les sanctions négatives. Il y a également des sanctions positives. On peut décider, par exemple, dans un environnement scolaire, de présenter la prime du meilleur élève, discipliné. C'est ça qui peut, par exemple, encourager les uns et les autres à pouvoir être disciplinés, de manière à pouvoir se conformer justement à la morale et à l'éthique républicaine qui sont justement édictées dans l'environnement scolaire. Il faut justement inventorer ces sanctions positives et montrer véritablement que l'établissement ou bien l'environnement éducatif n'est pas seulement là pour punir. On ne veut pas seulement avoir des anciens fouettards, mais on veut également avoir des anciens qui sont capables de sanctionner positivement tel élève qui s'est bien comporté sur le plan de la morale, sur le plan de l'éthique, sur le plan du respect des normes. Il y a plusieurs sanctions positives. Je parlais tout à l'heure de primes, je parlais tout à l'heure des formes d'appréciation, des formes de récompense que l'on peut attribuer à cette progéniture scolaire-là. C'est pour cela que moi je milite en faveur de la conjonction des sanctions positives et des sanctions négatives. Monsieur le vice-président. Oui, c'est vrai, merci. Nous voulons rappeler que l'Association nationale des parents d'élèves et enseignants a eu son récépissé de création depuis juillet 2018. Et cette association que l'inspecteur général a appelée tout à l'heure de Fédération des APE a un seul objectif: contribuer de toutes les voies possibles à la meilleure éducation possible pour nos enfants, à donner le meilleur cadre de vie possible à nos enfants dans les campus scolaires. Donc, d'entrée de jeu, dès ma première prise de parole, j'ai dit la sortie du ministre Idouane et qu'elle est dans son rôle. Maintenant, le fait de le dire ne devrait pas nous empêcher d'analyser et de faire un dessin. On fait un dessin pour dire, il ne suffit pas seulement de ça, mais comment prévenir cela également et comment corriger? Alors, quelles sont les sanctions que vous pouvez envisager dans un établissement, un lycée, un collège? Non, les sanctions sont les mêmes que CGV a déjà évoquées. On ne va pas faire la démocratie scolaire, une pédagogie humanisante. On ne va pas faire la redite. Il a déjà évoqué ces sanctions. Je pourrais juste ajouter, à côté de ces sanctions, les deux responsables du ministère qui ici ont parlé des conseils d'orientation qui de plus en plus également s'intéressent à la condition, je vais dire psychologique de l'enfant pour l'accompagner dans le cadre scolaire par rapport à ses difficultés, par rapport à sa socialisation et tout. Et je pourrais ajouter à cela, nous l'avons connu par le passé, nous avons tous été enfants à un moment donné, je pourrais ajouter cela également l'aumônerie. Nous avons des aumôniers. Moi qui suis pasteur, je suis également aumônier. Je suis aumônier évangélique. Il y a des aumôniers
laïques, évangéliques et autres, mais dont le rôle est également d'accompagner. Et je voudrais citer cela peut-être en chutant pour dire la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire, ainsi de suite. On peut lire ça dans la deuxième épître de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Donc, nous sommes là pour aider. Et l'Association nationale des parents d'élèves et enseignants est là pour aider. Nous ne cessons de tendre la main. Et nous voulons être justement, l'inspecteur général nous a interpellé tout à l'heure en me demandant où est-ce que nous étions. Je n'ai pas voulu entrer dans la polémique, je ne vais pas y aller non plus. Mais je souhaite prendre cela à la volée pour dire, faites-nous participer. Parce que nous sommes vos partenaires, pas seulement pour collecter de l'argent, mais également pour veiller à la bonne éducation de nos enfants. Alors, restons dans le texte de Madame le ministre. Il faut bien comprendre qu'elle reste du côté de la loi. Il faut appliquer la loi et la responsabilité, c'est à l'ensemble des maillons de la communauté éducative. Oui, Madame le ministre reste juge de l'opportunité. Et elle fait sienne tout le dispositif législatif réglementaire qui gouverne la gestion, je préfère l'appeler, des élèves indélicats. Elle n'a pas convoqué quelque chose de nouveau. Mais elle est dans une dynamique d'amélioration de la gouvernance au niveau de nos structures scolaires. Et quand on parle de cette amélioration, on pense également au volet des sanctions. Il y a une migration qui doit s'opérer entre les sanctions punitives et les sanctions positives. Alors, monsieur l'inspecteur général, je me fais le porte-parole de cette question. On n'a pas l'habitude de les prendre, mais bon, on va prendre. Pourquoi la création des établissements est bloquée? Le dossier de création d'un CES dans mon village est bloqué depuis plusieurs années. Plusieurs élèves de la zone rurale dont les parents n'ont pas les moyens de les envoyer à 10 km ou 30 km chaque jour après le cours moyen 2 sont handicapés en général, abandonnés. Ils abandonnent l'école. Alors, est-ce que vous avez conscience de cela? C'est vraiment une question qui n'a pas un rapport direct avec le thème du jour, mais elle est posée par un téléspectateur qui nous regarde. Votre question me fait penser à Victor Hugo, qui disait que le fardeau le plus lourd, c'est d'exister sans vivre. Il ne s'agit pas de créer des établissements, il faut assurer leur fonctionnement convenable. Et quand vous regardez le budget, le budget de notre ministère, il y a pratiquement 90% qui sont consacrés au salaire. Le budget d'investissement, je ne sais pas, est-ce qu'il peut nous permettre de faire fonctionner convenablement tous les CES que chacun de nous voudrait qu'on crée dans son petit village? Voilà la réponse que, comme vous êtes une passerelle, allez la donner à votre téléspectateur. Merci beaucoup, on va vous dire merci. On arrive à la fin. Henri, vraiment, oui, rapidement, parce qu'il nous reste à peine. Oui, c'est une indulgence que vous ne pouvez pas me refuser, c'est vrai. Je voudrais, avant peut-être de partir, dire que au ministère des enseignements secondaires, ce que Serge a listé là, il y a un texte qui organise cela, c'est-à-dire la circulaire du 11 janvier 1993, qui distingue les fautes mineures des fautes majeures, avec un arsenal de sanctions. Ça, mais je voudrais dire qu'aux enseignements secondaires, nous ne sommes pas seulement au niveau des sanctions. Nous sommes vers la direction, ou alors la redirection de la façon de gérer, comme disait monsieur l'inspecteur général, madame le ministre des enseignements secondaires aujourd'hui recommande que le trop plein d'énergie des élèves qui les amène à la violence, que ce trop plein d'énergie soit redirigé vers d'autres actions, les AP qu'on appelle les APPS par exemple. C'est pour ça qu'elle insiste sur l'aménagement des espaces
au sein des établissements. Il y en a même qui ont trouvé d'autres génies à faire des jardins. Il y en a qui font de la pisciculture. Ça veut dire que tous ces élèves-là, Madame le ministre, voudrait que l'énergie qui leur permet de faire des choses qui ne rentrent pas dans le cadre de l'orthodoxie, que cette énergie soit redirigée vers d'autres activités. Ça aussi, c'est vrai que ça n'entre pas totalement dans le cadre des punitions, des actions punitives, mais c'est une redirection. Ce sont des actions redirigées en faveur de l'énergie qui les comble. On reconnaît que tout châtiment corporel ne peut être que dégradant. Nous l'avons dit ici. Il est directement attentatoire aux droits égaux et inaliénables des enfants, au respect de leur dignité humaine et de leur intégrité physique. Mais davantage la singularité des enfants, leur dépendance physique et affective, leur situation d'être en développement, de même que leur vulnérabilité, sont autant d'arguments qui militent pour une protection particulière des enfants. Les enfants doivent être protégés contre toutes les formes de violence, on ne cessera de le dire. On dit enfin, l'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait justifier le châtiment corporel, même s'ils sont d'un degré raisonnable. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de ce programme Scène de presse qui a eu le plaisir de recevoir l'inspecteur général des enseignements au ministère des enseignements secondaires. Merci d'être venu. Merci au pasteur Vassilios Mpako Emmanuel, voilà, vice-président de l'Association nationale des parents et enseignants. Merci d'être venu. Merci à Serge Aimé Bikoy qui nous a rejoint. Merci également à Henri Bomba, communicateur spécial du ministre des enseignements secondaires. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder tout le temps. Bonne soirée.